Bon, alors on a eu un petit souci de batterie, hein, donc ça s'est bloqué sur la vidéo précédente, mais c'est pas grave. J'ai pas réussi à écourter la fin, mais je vais voir si j'arrive encore à le faire après. Donc, l'idée c'est quoi? C'est qu'on va avoir ces deux feuillets, hein, justement de la plèvre. Et donc la plèvre, c'est bien un sac dans lequel on va avoir nos poumons, qui est constitué de deux feuillets. Et entre les deux, c'est ce que vous voyez ici, entre les deux, ici, on a la cavité pleurale. La cavité pleurale, elle doit toujours être vide. L'idée, c'est-à-dire que quand, normalement, justement, il y a cette sorte de mucus, mais qui fait que, quelque part, ça glisse, mais ça reste collé. Je vous avais dit, c'est comme un peu si vous mettiez deux films plastiques mouillés, eh bien, a priori, si vous en soulevez un, l'autre vient avec. Hein. Donc, il va y avoir cette adhésion, et cette adhésion, elle va permettre le glissement, mais aussi l'accompagnement du poumon au niveau des côtes. Et donc, ça veut dire que quand les côtes s'écartent, eh bien, ça écarte le poumon. Le gros ballon fait de plein de petits ballons, quoi, si vous voulez. Hein. Et donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dès que les côtes s'écartent, eh bien, ça va étirer le poumon. Ok? Ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, en fait, on va avoir deux phénomènes, mais c'est principalement ici le diaphragme. Hein. On va avoir, lors de la respiration, on a premièrement le diaphragme qui descend. Hein, et donc, lorsqu'on inspire, ce diaphragme-ci va descendre. Vous inspirez, le diaphragme descend. Et donc, comme le diaphragme descend, eh bien, quelque part, il va créer une dépression, on dit, dans la cage thoracique. Ça veut dire qu'on va créer un espace plus grand au niveau du thorax. Okay, on descend la cavité, un espace plus grand, on remonte, on descend le diaphragme, la cavité devient plus grande, et puis on remonte le diaphragme, la cavité devient plus petite, on compresse. On est d'accord? Eh bien, c'est en fait en ouvrant le diaphragme, en contractant le diaphragme et donc en descendant le diaphragme, okay, et en verticalisant nos côtes, hein, donc on va voir ça dans l'image suivante. Ici, en verticalisant nos côtes, donc on relève nos côtes. Si vous regardez un profil, eh bien quand on expire, nos côtes sont toutes vers le bas, et puis on redresse nos côtes. Donc nos côtes sont comme ça, penchées vers le bas, et on les remet droites. Résultat, le volume, la taille, si vous voulez, de la cavité au niveau du thorax va s'agrandir. L'augmentation de cette cavité, okay, comme à ce moment-là, la quantité d'air ne change pas, ça va créer une dépression. Cette dépression, ça fait que du coup, la pression extérieure est plus importante que la pression dans nos poumons. Résultat, l'air rentre dans nos poumons. Donc en fait, on n'a pas un muscle qui aspire. Hein. L'inspiration, en réalité, c'est tout simplement qu'on ouvre la boîte et donc on a un certain volume de gaz dans une boîte, on agrandit la boîte. Résultat, il y a moins de molécules dans une boîte plus grande. Hein. On a le même nombre de molécules qu'avant, mais dans une boîte plus grande. Et donc, moins de molécules de gaz, ça veut dire moins de pression. Et donc, on se retrouve avec une pression qui est plus faible dans nos poumons que la pression de l'air. Résultat, l'air rentre. Okay, c'est comme à l'inverse. Si vous soufflez dans un ballon, vous mettez une forte pression dans le ballon. Si vous faites un petit trou, qu'est-ce qui se passe? L'air va sortir. Ok? Eh bien ici, c'est ça qui se passe. Donc, on ouvre et on se retrouve avec une pression plus faible dans nos poumons parce que pour le même nombre de particules de gaz, on augmente le volume. Hein, on a une certaine quantité d'air dans les poumons. Là, maintenant, j'ai une quantité d'air dans mes poumons. J'ouvre. En réalité, d'office, ça va aspirer l'air de l'extérieur pour avoir la même pression à l'intérieur et à l'extérieur. Ok? Donc, c'est vraiment un système de soufflet. Et vous avez déjà peut-être eu les soufflets justement pour allumer un feu. Là, au lieu de faire tout le temps, on utilise parfois des soufflets. Le soufflet, c'est la même chose. Hein? Il n'y a pas de machine qui aspire. Mais par contre, quand vous ouvrez, vous sentez cette aspiration. Hein? Vous ouvrez le soufflet, hein, qui sont normalement un truc, deux plaques de bois avec du cuir ici, par exemple, hein, souple. Quand on ouvre, en réalité, on crée un creux et donc l'air s'engouffre dans le creux. C'est ça qu'on crée dans nos poumons. On crée un volume creux et donc du coup, on crée du vide. L'air s'engouffre pour remplir le vide. Ok? Donc c'est ça l'inspiration, c'est en réalité, on fait descendre notre diaphragme et on remonte nos côtes. Ok? Donc ça, c'est quelque chose de très important.
Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? L'air va rentrer, ok? Parce que on va agrandir la cavité. Si maintenant, vous avez justement ces deux cavités qui ne sont plus collées les unes aux autres, ça veut dire que le diaphragme descend, ça augmente le volume, mais par contre, la verticalisation de vos côtes, qui normalement agrandissent le volume de votre cage thoracique, eh bien, il va grandir en amenant ici le feuillet pariétal, mais par contre, le feuillet qui est collé au poumon, il reste tout petit. Et donc, ça n'étire pas le poumon. Okay, donc, on respire moins bien. Ça, c'est quand on appelle un décollement pleural. Le décollement pleural, c'est quand les deux parties ne sont plus collées. Normalement, si elles tirent, l'autre suit, et donc ça agrandit le poumon. Okay. Si elles sont décollées, elle va tirer, mais elle ne va pas amener l'autre avec. Donc, ça veut dire que les côtes vont se verticaliser, mais le poumon, il ne sera pas agrandi parce qu'il ne vient pas avec. Okay, les deux ne sont plus collés. Donc ça, c'est une première pathologie qu'on peut avoir. Une autre pathologie, c'est d'avoir du liquide ici qui se met, une quantité de liquide importante, hein, un épanchement pleural. Un épanchement pleural, c'est quand vous avez du liquide dans les poumons. Et là, vous imaginez bien que du coup, au lieu d'avoir un double feuillet où on voit pratiquement pas le blanc là, qui est tout fin, qui est entre les deux feuillets, eh bien, on se retrouve ici, par exemple, avec énormément d'eau. Mais donc, cette eau, elle va faire pression sur les poumons. Et donc, même si vos poumons ils s'ouvrent, il y a une partie du volume qui est occupée par de l'eau. Et donc, vos poumons ne savent plus s'ouvrir complètement. Et donc, on a de nouveau des troubles respiratoires. Okay, parce qu'on va avoir le poumon qui se remplit, mais autour de ça, on va avoir de l'eau qui le compresse et puis nos côtes. Et donc, ça veut dire que lors de l'expiration, il est ultra compressé. Et lors de l'inspiration, il ne sait pas se détendre aussi bien que ce qu'il voudrait. Puisqu'on sait que l'eau, c'est difficilement compressible. Résultat, le poumon, il est bloqué par le volume d'eau. Et donc, il ne peut pas s'ouvrir complètement. Ok? Donc ça, c'est important, cette histoire de plèvre et de cette double couche qui doit être collée l'une à l'autre et qui doit permettre le glissement uniquement, mais il ne doit pas y avoir d'eau entre les deux et il ne doit pas y avoir de décollement parce que sinon, elle ne joue pas son rôle. Donc ça, c'est une première chose importante à comprendre, c'est que du coup, on va augmenter le volume, créer une dépression et du coup, l'air qui rentre. De nouveau, vous pouvez faire la même chose. Hein. Si vous mettez un ballon dans une bouteille, par exemple, si vous faites donc le ballon à l'intérieur de la bouteille, si vous faites le vide dans votre bouteille, si vous faites le vide, donc vous compressez par exemple la bouteille, vous mettez le ballon à l'intérieur, vous le fixez. Si vous tirez sur la bouteille pour agrandir la bouteille, vous allez voir que le ballon il va se gonfler. Et si vous racrapotez la bouteille, le ballon il va se vider. Et si on retire la bouteille, de nouveau, tout simplement parce que vous créez un plus grand volume, et donc le gaz il va essayer de remplir ce volume, tout simplement. On essaie de ne pas laisser des volumes vides. Là, partout où il y a de l'air, il va rentrer là où il y a du vide. Et donc, c'est ça la respiration en fait, c'est la création d'un espace plus grand. On crée du vide, en fait, on crée une pression, un volume plus grand à basse pression, et donc du coup, l'air rentre tout seul dans les poumons. Okay, donc c'est ça l'inspiration en fait, c'est juste augmenter la taille et l'air rentre tout seul. Au niveau de l'expiration, par contre, là, on a le diaphragme qui remonte, les côtes qui redescendent, et donc on a une pression qui va avoir lieu sur les poumons. Donc ici, c'est ce qu'on avait vu, les poumons, avec 2 lobes et 3 lobes de ce côté-ci, et puis ensuite, on va avoir les différents lobules selon quelle bronchiole va aller l'alimenter. Chacun des petits lobules est alimenté par une bronchiole. Et donc, on a vu que plus on va dans le détail, et on voit que ces petites bronchioles, elles vont ici se diviser en acinie pulmonaire, donc la petite bronchiole terminale qui va arriver en acinie pulmonaire, qui sont donc bien un paquet de sacs pulmonaires. Okay, des petits sacs pulmonaires qui vont se remplir et se vider. Et donc, on a vu dans la vidéo, ils sont très nombreux. Et donc, ça permet du coup une énorme surface d'échange. Ok ? Donc voilà, ça c'était important de comprendre. Okay, et donc on va avoir ici l'inspiration qui est active puisqu'elle demande la contraction du diaphragme et l'ouverture des côtes. Et puis ensuite, on relâche et le diaphragme remonte et les côtes redescendent. Expiration. Inspiration. Expiration. Ok ? Donc ça c'est un élément important. Maintenant, donc ici, si vous regardez dans votre syllabus,
Hein, vous avez ici à la page 41, bon, on va peut-être la remplir d'ailleurs, la page 41, où on vous dit les couches de la membrane séreuse. Donc le poumon il est entouré de 2 couches de membrane séreuse, page 41, qui sont, on vient de le dire, les plèvres, qui entourent et protègent chacun des poumons. Chaque poumon est divisé en un grand nombre de lobes et de lobules. Ok, donc surtout de lobules. Hein. Donc on voit qu'on a 5 lobes, mais on a un grand nombre de lobules. Chaque lobule est entouré du tissu conjonctif élastique et comprend des vaisseaux lymphatiques, une artériole, une vénule et une bronchiole, et est formé de plusieurs sacs alvéolaires. Ok, il est formé de plusieurs sacs alvéolaires. Les sacs alvéolaires sont faits de 2 ou plusieurs alvéoles qui partagent une même ouverture. Ok. Ensuite, 42. Un alvéole est un sac tapissé d'épithélium et soutenu par une mince membrane basale élastique. Les parois alvéolaires sont faites de 2 types de cellules épithéliales, de macrophages, de fibroblastes et de fibres réticulées élastiques. Okay. Au-dessus des alvéoles, l'artériole et la vénule forment un réseau de capillaires sanguins. Okay. Donc on va avoir la vénule et l'artériole qui va se ramifier pour donner un réseau de capillaires sanguins. Les capillaires sanguins sont faits d'une couche unique de cellules endothéliales et d'une membrane basale. Donc ça, c'est ce qu'on a vu juste avant. Hein. On avait vu les différentes couches au niveau des vaisseaux sanguins, veines et artères, en disant que la couche moyenne des veines était plus fine que la couche moyenne des artères. Et on avait dit qu'au niveau des capillaires, par contre, on n'avait qu'une couche d'endothélium, hein, une simple couche d'endothélium, puisque là, c'est vraiment l'endroit des vaisseaux sanguins où ce qu'on veut, c'est principalement faire des échanges. Okay. Ensuite, je vous laisse lire hein, tout ça. Page 43, la respiration, c'est ce que je viens d'expliquer lors de l'inspiration. Hein. Donc, le principal de ces muscles, c'est donc bien le diaphragme. Donc, on a vu l'inspiration, c'est actif et l'expiration, c'est passif. Et donc, si vous regardez le schéma de la page 43, on voit bien que on va avoir le diaphragme qui descend, mais on va avoir d'autres muscles qui jouent un rôle. Okay. Et tous ces muscles qui vont jouer un rôle, c'est tout simplement les muscles intercostaux. Ça veut dire que si on soulève la première côte, eh bien, comme un accordéon, toutes les autres côtes vont suivre. Okay. Donc tous ces muscles intercostaux, elles vont permettre de remonter toutes les côtes. Okay. Vous allez aussi avoir, oui voilà, donc vous avez l'autre, le les scalènes par exemple, donc c'est tous ceux qui vont monter ici, mais tout ça, ce sont plutôt des muscles secondaires. Hein. Le muscle principal, c'est bien le diaphragme. Hein. Okay. Et donc secondairement, c'est tous ces muscles qui vont monter les côtes et redresser les côtes de la cage thoracique, qui vont être plutôt des muscles inspiratoires secondaires, accessoires. Okay. Sachant que les principaux, c'est ce que je vous ai dit, c'est le diaphragme et les intercostaux, okay, qui vont permettre. Et les accessoires, ce sont les scalènes, c'est tous ceux qui sont ici et qui vont permettre encore plus de tirer les côtes et de redresser les côtes horizontalement. Ok, donc je vous laisse lire la page 43. Hein. Il y en a qui ne l'ont pas. Le principal de ces muscles est donc le diaphragme, muscle large en forme de coupole qui se contracte durant l'inspiration, ce qui entraîne un abaissement de la coupole diaphragmatique et une augmentation du volume de la cage thoracique. Les autres muscles inspirateurs sont des muscles élévateurs des côtes. L'action simultanée de tous ces muscles entraîne un soulèvement de la cage thoracique et un appel d'air. Okay. L'expiration, c'est bien passif et elle résulte du relâchement des muscles inspirateurs. La cage thoracique retombe et la coupole diaphragmatique se relève, ce qui entraîne une baisse de volume de la cage thoracique. Okay. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, la composition de l'air inspiré et expiré est évidemment différent. Hein. Et ça, c'est ce qu'on va voir ici. Et donc, ce qu'il faut évidemment comprendre, c'est que l'air inspiré, c'est l'air ambiant. On a 21% d'oxygène, 79% d'azote et moins d'1% de CO2. Alors que l'air expiré, on va avoir 16% d'oxygène, 79% d'azote et 5% de CO2. Donc, ça veut dire que l'air expiré, il est riche en CO2, alors que l'air inspiré, il est riche en oxygène. Okay. Et l'azote, je vous ai dit, il rentre et il sort, mais globalement, il ne sert à rien, il n'entre pas dans la circulation sanguine. Okay. Et donc, on verra la suite avec la rythmicité, donc comment est-ce que c'est régulé, et on verra les échanges gazeux au niveau de la respiration, et on s'arrêtera là pour le cours de biologie et d'anatomie.